Prude. Bonjour, je suis Daphné Desjeux. Vous allez écouter Prude, le podcast qui partage l'humeur sexuelle de son époque. Vous entendrez ici des témoignages spontanés, insolites, décomplexés qui ouvrent l'esprit et donnent envie de se faire du bien, ou apprendre à le faire. Car oui, le sexe est une source gratuite de bonheur, qui est sûrement bien plus forte que la culture, la bouffe ou encore la drogue. Mettre en perspective nos questionnements de vie avec légèreté, partage et liberté, ça fait plaisir. Et c'est avec Prude. Aujourd'hui, nous allons écouter un témoignage à découvert cette fois, celui de Michael Delis. Il a souhaité partager son identité car la sexualité est son terrain de recherche et le centre de son travail. Il est metteur en scène, scénariste et comédien et il nous livre sa vision extrêmement libre de la sexualité et sa passion pour les corps, les autres, le plaisir et la jouissance. Il nous embarque dans son chemin de vie et ses réflexions. On l'écoute. Rude. Bonjour, je m'appelle Michael, c'est mon vrai prénom et je témoigne à voix nue, c'est important. Alors, carte postale familiale, je suis né avec un frère jumeau qui est un peu un des grands amours de ma vie, qui, je pense, d'un point de vue psychanalytique, a orienté pas mal de choses aussi. Et on a grandi dans cette très belle maison au Cap Ferré que mon père avait contribué à refaire. Et le cadre était somptueux. Et puis maman, qui avait pas forcément envie d'enfant parce qu'elle était folle de son homme et de la liberté qu'ils avaient, de la sensualité qu'ils avaient. C'est des prises de passion quand ces jumeaux sont nés. Et du coup, on a été enrobés d'amour. Et quand mon père est parti, on avait 5 6 ans. On a vraiment créé une sorte de trio avec mon frangin qui forcément était caduc à plein d'endroits et un peu fragile parce que mon frère a un peu remplacé mon papa, moi j'étais un peu infirmière, meilleure copine, meilleur copain de maman, et ça nous a un petit peu privé de notre gémellité. On avait ce petit cocon, et puis quand maman avait des petits coups de mou, parce elle a été diagnostiquée bipolaire, donc à l'époque c'était maniaco-dépressif, et avec mon jumeau, il y avait quand même cette magie d'avoir tout le temps un pote, un copain, un confident, un mec avec qui tu rigoles H24. Alors en fait, moi, il y a eu un truc très étrange et paradoxal, c'est que dès très petit, on m'a pris pour une fille pendant très longtemps, parce que j'avais des grandes boucles, des traits assez fins, et ça, c'est accompagné avec le début d'adolescence, avec tout le package d'insultes, de discriminations, de mise au banc, où j'étais le PD, le tapette de service, alors que je savais même pas ce que c'était. Donc, il y avait vraiment eu un endroit, à l'endroit du désir, qui était pour moi assez terrifiant. Collège, j'étais assez fat, du coup j'avais vraiment aucune espèce de succès. À la petite école avec mon frère jumeau, on était des grosses bombes et toutes les nanas étaient amoureuses de nous, donc c'était vraiment c'était l'heure de gloire. Et le collège, qui est quand même un moment vraiment ingrat, là on a pris bien cher, et moi en particulier, donc j'avais plus du tout d'amoureuse, j'étais plus du tout, j'avais plus le mojo. Et du coup, j'avais même pas roulé de pelle. Mon premier bisou avec la langue, c'était à 17 ans. Et j'étais terrifié parce que, comme tout mec, il y avait en plus une grande angoisse dysmorphophobique où je me disais, oh là là, mais dans les pornos que je vois, les mecs ont des chibres de mammouth. Moi, j'ai un truc complètement minuscule à côté, je sais pas comment ça marche. Donc, vraiment, les premiers bisous étaient aussi accompagnés de grandes angoisses en me disant, putain, pourvu que ça n'aille pas trop loin parce que je vais être démasqué, quoi. Mais paradoxalement, je découvre la masturbation à 13 ans et je découvre ce truc complètement magique de ce sexe qui, quand je le caresse, alors là pour le coup c'est très intuitif parce que j'avais pas vu d'image, il y a cette semence qui finit par jaillir et je prends un pied mais de tous les diables, je dis waouh, oh, c'est génial. Alors ça m'a rendu complètement dingo, donc j'avais pas d'amoureuse et je faisais pas de sexe, mais je me masturbais très régulièrement. Et je me rappelle, j'avais un tissu, un t-shirt. Les mecs du collège, ils appelaient ça un quichoir. Je trouvais le mot horrible. C'est pour s'essuyer le sperme quand tu te branles. Et moi, j'avais un truc avec un t-shirt La Redoute trop moche, mais que j'aimais bien quand même, avec plein de rayures.
Et c'était mais du carton-pâte, tellement c'était sec et dur, mais j'osais pas aller le laver. Je me rappelle, je l'avais jeté dans une poubelle chez les voisins en me disant: «Faut pas que ma mère découvre ça». Et du coup, ouais, non, j'avais un rapport à la masturbation assez soutenu, sans regarder beaucoup de porno, mais avec beaucoup d'imagination. Donc c'était très seul, du coup, je dirais, la sexualité, avant que ça existe pour de vrai. Avec mon frère, on parlait très peu de tout ça. Il y a une anecdote, pas forcément fandarne, mais on s'est rendu compte, lui et moi, qu'on avait un phimosis, parce on avait mis du temps avant de toucher notre zizi quand on avait 10, 11 ans. Un phimosis, c'est quand le frein remonte un petit peu trop le long du gland, et du coup, le prépuce n'arrive pas à décaloter complètement. Donc en fait, on a découvert ce truc-là, mais non, on parlait pas du tout. Et en plus, il se trouve que mon frère avait quand même beaucoup plus de succès que moi. Donc il y avait quand même, avec le truc des jumeaux, de comparaison permanente malgré eux, parce que mes parents n'étaient pas là-dedans, mais quand même. Donc mon frère, non, il assurait, donc j'avais hyper honte, moi, d'être un gros tocard, avec en plus la honte d'être sans arrêt renvoyé au fait que j'étais une grosse tapette, et que j'étais un peu anormal ou différent, et mon frère qui devait me défendre dans le bus quand il y avait les gros couillons du dernier rang qui venaient me taper, quoi. J'ai commencé à parler tard de la sexualité en fait parce que j'étais dans un petit bled de campagne et si branché sur le Cap Ferré, à part les 2 mois d'été, globalement on est sur de la cambrousse quoi. Donc il y a tout ce truc très classique de la province, un peu catho, un peu timide, donc ça n'existe pas trop. Donc j'en parle pas beaucoup et puis après le bac, je fais une prépa, j'arrive à Bordeaux. Là, je suis qu'avec des gens qui partagent des plaisirs et des vues communes. On lit des bouquins, je découvre la sensualité avec des filles. Je découvre que je plais, que je suis pas si moche que ça. Je me fais draguer par des filles, par des garçons. Donc ça, c'est assez troublant. J'ai une relation qui s'apparenterait à l'homosexualité avec un très bon copain de prépa, qui en tout cas vient me faire entrevoir qu'avec les garçons ce serait possible sans que je le conscientise plus que ça. Et puis après, je me dis, tiens, je vais aller à la fac à Paris. Et en deuxième année, je m'inscris dans un conservatoire de théâtre. Et là, je découvre un univers qui n'a rien à voir avec mon milieu, où bah, c'est un milieu artistique, tout le monde se dragouille, tout le monde se regarde, se reluque. Première soirée, alors là, c'est le festival de la galoche. J'embrasse une personne, 2 personnes, 3 personnes, des filles, des garçons, à 3, à 4. Et là, je dis, waouh, c'est génial, c'est la nouvelle vie. Mais quand même, toujours, je couche pas. Parce que les années passant, je me dis, waouh, à chaque fois, là, je commence à voir que je peux parler de sexualité. Mais toujours, je suis dans un truc un peu triche, quoi, où j'élude savamment quand on parle de moi. Je fais des sortes de petits mystères en mode, il s'est passé des trucs, mais je peux pas trop en parler, alors qu'en fait, il se passait rien du tout. Et du coup, il y a un moment, ces soirées se systématisent, et puis je fais une soirée à la maison avec des gens du théâtre, et j'embrasse un des mecs qui était dans mon conservatoire, que j'aimais bien. Je l'avais embrassé lui un mois avant, et ça, c'était la première fois que j'embrassais un garçon, donc c'était très très troublant. Et en même temps très évident, parce qu'effectivement, on m'avait tellement savonné la planche, je dis bon, au moins pour faire plaisir au monde, disons que je suis pédé, parce qu'apparemment c'est ça que je suis avant que, avant que j'ai choisi moi. Donc ça ne me choquait pas, et puis je découvrais surtout en fait aussi avec ce monde théâtral, c'est que l'homosexualité est archi lambda et ultra normalisée, c'est presque un lobby dominant dans le monde du théâtre. Et du coup, le premier bisou passe comme une lettre à la poste, mais je me rappelle, je ramène ce mec à la maison à l'époque, dans un autre appartement. Et je suis, mais pétrifié, alors que vraiment on se roulait des galoches, mais comme des bourrinos avec un mec, avec un autre mec sublime, au Pulp à l'époque, qui était une boîte lesbienne absolument géniale. Et du coup on rentre, et là, mais je suis une momie dans le lit. Genre vraiment, je me dis, ah, j'espère qu'il va s'endormir très vite, parce que moi, il faut surtout pas qu'il se rende compte que je sais pas comment marche mon zizi, et puis je sais même pas si j'ai envie de lui. J'ai 21 ans, donc je suis vieux. Et lui, bon, c'est une perle qui va s'avérer être mon mec pendant 5 ans derrière. Et un mois plus tard, on fait la soirée dans cet appartement avec mon frère, et mon frère est pas là. Et pour le coup, là, on se réembrasse, et plutôt que de faire l'amour dans mon lit, je prends le lit de mon frangin, on dort ensemble, et on fait l'amour dans le lit de mon frangin. Donc là, mon psy se régale de cette anecdote. Là, je découvre ce truc-là avec Romain, qui est un mec d'une sensualité folle. Et bon, alors c'est touche pipi, hein, mais bon, pour moi, déjà, c'est du sexe. Et puis je vois que je peux jouir avec une autre personne que mon poignet. Et donc, c'est déjà une révolution. Et que l'autre en face peut faire la même chose que moi.
Et là, pour le coup, le truc est très rapide et très évident. On se met ensemble avec Romain sans du tout le décider. Là, j'ai une chance inouïe parce que je tombe sur un mec qui lui a vu d'autres histoires, qui a 1 an de moins que moi, qui est d'une délicatesse, d'une gentillesse et d'une intelligence, mais folle, et qui va, en 5 ans, me donner tout le temps de découvrir les prémices de la sexualité, en tout cas le b.a.-ba. Parce que moi, vraiment, je ne savais rien, quoi. Donc, le mec hyper patient, par exemple, j'étais très bloqué sur la pénétration. Il y a ce truc qu'on les PD pendant un temps, on se dit, ouais, je suis pas vraiment PD si je me fais pas enculer, donc t'es plutôt actif que l'inverse. Et puis, du coup, tu finis par découvrir le truc, et en fait, c'est finalement pas si mal que ça, voire génial. Mais là, pareil, hyper patient. On a mis 1 an et demi avant d'accepter ça. En fait, c'était une sorte de relation architantrique, finalement, sur un temps long. Et du coup, j'ai une sorte de parrain du cul qui était un ange gardien et donc qui est venu, en fait, révéler et confirmer que cette chose allait me plaire énormément et qui a permis de mettre en confiance absolue sur mon corps, l'usage de mon corps, mon sexe, la façon dont il fonctionnait, ce qu'on pouvait faire avec. Et ça a été au-delà du fondateur, parce que c'est la première fois, mais j'ai eu la chance que ce soit une première fois qui ne crée pas de la frigidité, de l'angoisse ou du stress, au contraire, et qui ouvre tous les possibles. Donc c'était vraiment, ouais, vraiment une grande chance, et je le remercie encore très régulièrement quand on se voit. On a une très belle relation aujourd'hui, on est très amis. Mais du coup, après, il y a eu une petite revanche, quoi. Donc il y a eu une sorte de «Ah, j'ai perdu du temps, bah maintenant je vais essayer de le rattraper». Je trouvais qu'à l'endroit de la sexualité, il y avait un endroit de lâcher prise qui était mais exceptionnel, où il n'y avait pas d'agenda, il n'y avait pas de déguisement de Monsieur Parfait, il n'y avait pas d'injonction, et il y avait juste un truc complètement extatique, puis qui te fait un bien complètement dingue. Je me rends compte que ça va prendre une place hyper importante parce que ça met en lumière toutes les activités professionnelles que j'ai mises en place et je réalise que ça me libère, que ça me guide et que ça peut être ouais, un élément fondateur. Et il y a un été, je suis en coloc avec une de mes meilleures amies pendant 8 ans. Elle se barre en vacances. Et il y avait cette explosion des applis de rencontres. Et moi, j'avais un truc un peu bourgeois prude, catho, en mode ah, c'est quand même pas très bien, c'est mieux comme dans les livres, on se voit dans la vraie vie, on se voit des cartes postales, on se parle dans le métro. Bon. Et donc, j'avais un peu un jugement de valeur assez hautain et péremptoire par rapport à ça. Mais quand même, elle est pas là, ça me trotte depuis un petit moment, donc je finis par installer le truc sur une tablette, pas sur le téléphone, tellement j'avais honte. Et là, bon, bah, c'est le début de la fin, en fait, quand tu vas sur ces applications, parce que c'est quand même open bar. On dit application de rencontre, mais bon, chez les PD, c'est Grindr, c'est quand même un truc de cul, on va pas se mentir. Et du coup, bah là, il y a ces fameux 3 jours que j'optimise, donc je vois quelques mecs. À chaque fois, ça se passe toujours très bien, parce que je suis très bavard, donc je parle par écrit, je parle avant, et j'ai besoin de faire cette mise en scène-là pour me dire, bon, ça reste humain, parce que le cul avec le cerveau, c'est quand même l'extase. Le cul tout court, c'est quand même vite chiant. Même si l'amant est pas bon, au moins on peut se marrer. Et quand tu mets un peu d'humour dans la sexualité, ça vient pardonner plein de choses, les maladresses ou que sais-je. Et donc je vois un mec de mec, et j'en vois un autre, et comme j'avais quand même ce petit bagage de les histoires romantiques, ça a plus de gueule, bon bah je fais 1 an et demi d'histoire avec ce mec qui est un type très important, avec qui on vit un truc magnifique. On se sépare, j'apprends que lui il retourne très vite, mais lui était très coutumier ce truc-là. Je dis oh bah merde, je vais faire pareil que lui. Et là j'avais un tournage à Nantes, et je me rappelle, je branche l'appli, et là, mais cochonou, quoi. Donc là, j'avais 7 jours de tournage. J'ai dit, si je suis bon, j'en ai un par soir. Vraiment objectif. Et de fait, j'ai rencontré un type par jour. Mais en même temps, ça a un peu posé les jalons de mon usage de ces applications. C'est qu'il y a un truc très compulsif, très gourmand, très curieux, mais aussi hyper sociologue et hyper curieux. Parce que là, je vais dans une ville que je connais pas, avec des gens qui font pas le même boulot, et je rencontre un mec qui a bossé dans le porno, un jeune étudiant de 18 ans, un type qui est agriculteur fascinant,
un grand mec archi gaulé qui a une toute petite voix qui parle comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc hyper... Et je lui dis, mais c'est drôle cette voix, est-ce que ça t'a porté préjudice? Ah non, pas du tout. Il me raconte qu'il est agriculteur, que son oncle s'est suicidé, qu'il y a la masse de gens qui se suicident chez les agriculteurs. Et là, je lui dis, je suis désolé, est-ce que je peux t'enregistrer? Parce que je trouve ça passionnant ce que tu racontes. On vient de jouir, le mec est allongé, et bim, entretien de 3 quarts d'heure. Et je me dis, mais c'est génial! Parce que la sexualité te met dans un état de confiance, en fait, une fois qu'il y a... c'est quand même la mise à nu par excellence. Et donc, du coup, c'est quand même un accélérateur de rencontre. Donc, tu as un type devant toi ou une nana. Et une fois qu'il y a eu ce truc-là du coït, où c'est quand même, on est au-delà de l'intime, entendre comment quelqu'un respire, comment il jouit, la tête qui fait, la façon d'embrasser, tu lis tellement de choses. Tu lis le stress, les angoisses, les paniques, la générosité. Et cette porte ouverte-là, avec un peu de curiosité et de discours, mais c'est merveilleux. Donc du coup, je dis, en fait, je vais avoir une semaine de cul sociologique. C'était le paradis. Et c'est vrai qu'après, c'est venu vraiment ancrer la sexualité comme aussi un objet d'étude et qui a pris beaucoup de place même dans mon boulot, à partir de ce moment-là, de façon très concrète. J'ai commencé à rendre compte de toutes ces relations sexuelles en écrivant une sorte de bottin de 500 pages. Je trouvais ça tellement fascinant que je voulais rendre compte de tout, en fait. Les gens que je rencontrais, la facilité avec laquelle on se voit, l'absolue diversité, c'est-à-dire que avec ces sites de rencontres, moi je rencontre des gens qui ne sont pas de mon milieu social, qui ne sont pas de ma bourgeoisie, un télo bobo à 2 balles, donc je peux baiser avec des gens beaucoup plus âgés, plus pauvres, plus riches. T'as pas besoin de voyager, tout le monde vient à toi, ou toi tu vas au monde. Donc pareil, quand tu as été éduqué avec du Cap Ferré où c'est blanco-blanc et qu'il y a un noir à 45 km, et bah là, tu te dis, putain, génial, t'as de l'altérité, t'as des corps magnifiques, divers, qui viennent péter tous les relents de racisme qui pouvaient un peu traîner dans la famille. Il y a un moment où, bah, je me rappelle, j'avais interviewé mon père pour un projet, et je lui demandais justement quelle était son... Je savais que lui avait eu des copines par des sites de rencontres. Et d'entendre mon père de 60 piges me dire bah non, mais en fait, moi je suis au Cap Ferré, toutes les filles du coin, je les connais plus ou moins, j'ai pas envie d'avoir une relation avec elles. Et en fait, il y avait le bal populaire dans les années 1920, il y a eu la boîte et le Macumba qui a fait complètement faillite dans les années 80. Et aujourd'hui, il y a ça, et c'était, enfin, c'est un truisme, hein, mais moi, j'arrivais pas à me le dire. Et là, j'ai une personne qui est mon père, avec qui je commence à me réconcilier, dont j'admire pas tout ce qu'il raconte, mais là, je trouvais ça intelligent, qui me dit, mais c'est un moyen de rencontre contemporain. C'est que les mœurs évoluent, c'est pas grave, c'est pas sale, c'est à la fois joyeux, à la fois pratique. Et comme n'importe quel outil, le nucléaire, on peut en faire des centrales pour chauffer les gens, et puis on peut faire des bombes pour détruire les gens. Quand il y a des belles histoires, tu peux être que reconnaissant à un objet, à un média ou à que sais-je, parce que même pour 45 histoires pourries, quand on a une qui est dingue, tu te dis, bon, juste pour ça, c'est fou. Prude. À l'époque, j'avais 2 mecs. Il y en avait un les deux étaient magnifiques. Il y en avait un qui était un peu plus âgé, super belle gueule, rebeu, et qui était pas très sexuel. Donc moi, c'est toujours un peu compliqué parce que moi, il y a plein de choses, mais bon. Et du coup, il me dit très vite, bon, je veux pas te frustrer, donc n'hésite pas à aller voir ailleurs. J'étais très premier degré, donc j'allais voir ailleurs énormément. Je me rappelle un jour, on regardait la téloche, il s'endormait toujours très tôt. Genre à 23 h il s'endort, et là, je vais vraiment, littéralement, je vais baiser un voisin, quoi. Et puis je reviens, je reviens juste après, à minuit, il dort toujours. Je dis, on monte, on va se coucher, parce qu'il était endormi sur le canapé. Tu dis, oh là là, quand même. C'était un peu, ouais, la situation était drôle. Et donc j'en avais un autre en parallèle qui était plus officiel aussi, donc j'avais ces 2 mecs, et je me barre à Lyon en tournée. Et là, bon, en tournée, je me dis toujours c'est génial, t'as le droit, c'est loin, c'est rigolo. J'ai l'impression que tu visites une ville encore mieux quand tu fais l'amour avec les gens qui vivent dedans. Là, je rencontre un mec. J'allais jogger au parc de la Tête d'Or, et donc je fais juste un crochet avant le jog. Et j'ouvre la porte, je dis ah putain,
il va se passer, tu le sais, tu ouvres la porte, tu te dis, il va se passer un truc. Le mec est sublime. Enfin, moi, me surexcite. Je suis dans mon petit short de pouf qui va jogger la ras la minette. Et on commence à s'embrasser. Et là, tu dis, oh putain. Parce que, quand même, en vrai, un bon baiser, tu sais ce qui se passe derrière. Quelqu'un qu'embrasse comme un reptile avec des petits coups, là, tu te dis, ah, ça va être horrible. Et là, la sensualité qui dégueule, tu te dis, waouh. Et là, on fait l'amour et c'est, mais, l'extase. J'ai pas eu de mecs qui m'ont malmené, avec qui j'ai pas pris de plaisir, j'ai pas eu de moment où j'ai dû me forcer, jamais. Donc vraiment, j'ai une grosse, grosse chance à cet endroit-là, où en tout cas, j'ai réussi à créer les conditions qui font que ça se passe bien. Mais là, je découvre un truc où, littéralement, je n'arrive plus à respirer, je sens que j'ai le diaphragme qui est collé à la glotte, et il y a plus d'air, et je me mets à pleurer en plein orgasme, lui pareil, et tu te dis, waouh, il se passe un truc, mais complètement dingue. Là, le mec me pénètre, mais pas du tout en mode bourrinos et bim, je rentre, je sors, papapam. Non, il fait un truc hyper subtil. Je me suis dit, c'est de l'orfèvrerie, quoi. Donc là, on se dit, oh, il se passe un truc bizarre. Lui, il est archi maqué depuis 6 ans. Moi, j'ai mes deux histoires bizarres. Bon, on sort de ce truc-là, on refait l'amour contre le mur avant de partir. Je vais courir à la tête d'or, je vole. J'arrive, je vois mes copains comédiens, ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous souhaite de vivre ça une fois dans votre vie. Et là s'ensuit 4 mois et demi de passion complètement folle où en fait on se revoit, on n'arrive pas à ne pas se revoir. Nos histoires sont complexes. Dès qu'on se voit, c'est mais électrique. Électrique. On était on se voit en terrasse rue des Bars auprès Saint-Gervais. Rue des Bars qui porte bien son nom. Je suis assis à côté de lui, mais je lui écrive un texto, j'avais une érection qui me pétait le pantalon. Lui pareil, tout était... Il parlait, j'en pouvais plus. C'était magnétique. C'était sûrement pas le mec le plus drôle et le plus fun, mais il y avait un truc là, pour le coup, c'était de la chimie. Et je me rappelle, donc, un moment, on finit par prendre 3 jours, il était au Puy-en-Velay, je crois. Je me rappelle, c'était une étape du Tour de France, c'est hyper loin pour venir de Paris, c'est l'horreur, tu prends un train tout pourrave qui avance à 2 à l'heure, après tu prends un bus d'1 heure et demie, tu dis, oh, quelle horreur. Je me dis, le mec, il va me péter entre les deux, il sera pas là, je dis, au pire, il y a tout le peloton, donc il y aura bien 2 3 PD dans les cyclistes. Bon, en fait, il est là, il vient me chercher. Et alors là, il bossait, il était serveur pour payer à la fin de ses études. Mais là, on passe 3 jours et demi. J'ai jamais vécu ça. Où tu n'es que un corps, que de la sueur et une matière à jouir. On était des machines à jouir. Et collé, tu vois, mais tu pouvais pas faire autre chose parce que c'était magnétique. Alors, je me rappelle, on chassait des grands crus et des gâteaux. Donc, on buvait, on bouffait. Et dès que c'était terminé, pouf! Et à un moment, je me rappellerai toujours le dernier jour où ton corps est rincé, t'as plus d'énergie, tu vois, mais quand même, il est en toi, t'es en lui, et tu continues à faire les mouvements alors que toute ta tête est morte, il n'y a plus d'énergie, mais tu ne peux pas le lâcher. Et là, quand on s'est séparé de ce truc-là, enfin lui, il était en larmes. Je dis bon, sois raisonnable parce que il y a écrit passion, tu vas dans le mur. C'est comme dans Antigone, quoi. On te dit tout le monde va mourir à la fin, mais quand même tu lis le bouquin. Là, c'est pareil. Ta passion, tu te dis bon alors là, vous allez vous viander comme des cochons, mais tu vas quand même. Et du coup, je me suis mis à écrire. Je me dis ça me fera un parachute. Je vais écrire cette histoire au fur et à mesure pour la consigner, pour pas être trop triste, avoir un peu le lead quand ça va se terminer. En fait, pendant tout ce truc-là, donc j'avais vraiment écrit ce gros bouquin qui rendait compte de toutes ces activités sur Grindr. Derrière, j'avais écrit ce bouquin sur la passion avec ce mec. Et j'étais en train d'écrire un solo sur la virilité et sur le genre masculin. Je dis, bon, quand même, ce truc prend vachement... Tout ça prend vachement de place, mais du coup, ça devenait des concepts avec lesquels j'étais hyper adroit ou habile, parce que je commençais à enfin bien comprendre de quoi je parlais, lire et se renseigner. Le sexe, c'est comme n'importe quelle autre chose, ça mérite un apprentissage. Donc quand tu as des outils pour comprendre un peu comment ça fonctionne, mais aussi des concepts à échelle d'histoire, quand tu as Héribon qui te dit que le PD est défini par l'insulte, et tu dis ah ouais quand même, et que tu t'excuses jusqu'à la fin de ta vie, mais que quand même ça serait bien de faire autre chose. Tu dis mais oui, enfin il y a plein de trucs qui s'éclairent. Olivia Gazalet, le mythe de la virilité, il faut lire ce truc-là parce que tu as un rapport au corps derrière, un rapport à l'autre qui forcément s'enrichit et se transforme. Et ça, c'est assez merveilleux. Donc j'écrivais là-dessus, mais j'avais encore ce truc toujours un peu à vouloir dire qu'il y avait un côté un peu triomphal, un peu conquérant.
Et j'avais cette phrase un peu conne à l'époque, je disais enfin, que vraiment je pouvais baiser une porte parce que à peu près tout le monde m'excitait, jeune, vieux, gros, supposé beau ou pas, tout me fascinait. Je découvre la PrEP, qui est un médicament assez révolutionnaire, qui est un traitement qui permet d'annuler les risques de sida, enfin les risques de contamination. Donc c'est un traitement que tu prends au quotidien ou en ponctuel en fonction de si tu aimes prévoir tes rapports, ce qui n'est pas très rigolo. Et quand tu as plein de rapports, vaut mieux le prendre tous les jours. Et alors ça ne protège que du sida, mais le nœud que, pour quelqu'un qui est né dans les années 80 et qui était traumatisé par ça, c'est quand même une révolution. Donc là, nouvelle révolution, je peux faire du cul sur Grindr et ailleurs autant que je veux, et en plus, la menace de sida s'en va. Alors là, c'était à nouveau le festival de la quéquette, et il y a eu des trucs... Alors forcément, tu te chopes 3 chlamydia, un gonocoque en 3 semaines, parce qu'en fait, effectivement, ça ne protège que du sida. Mais là encore, t'enrichis tout le truc, et puis moi, c'est un sujet sur lequel je travaillais, je voulais faire un podcast là-dessus, parce que j'avais vu beaucoup de mecs séropositifs sur ces sites. Certains se signalent pour éviter les mauvaises surprises ou pour éviter de se faire, de se prendre des bâches. Moi, c'est jamais un truc qui m'a angoissé, parce que j'ai toujours eu des super médecins qui m'ont dit, mais il n'y a pas mieux qu'un séropositif traité, parce que vous n'aurez jamais aucun risque avec lui. Bon, je schématise à outrance, mais c'est un peu ce qui m'avait été dit. Et du coup, je trouvais ça fascinant de pouvoir lever cette angoisse, et même pour eux de dire, mais en fait, voilà, la maladie peut ne plus être un problème. Mais c'est vrai que ce truc de la PrEP est venu accroître encore les appétits, et en tout cas de donner toujours envie de plus explorer. Donc tu dis, bon, on était 3, on peut être 4 ou 5, et puis tu entends parler d'une partouze à 150 dans un bled de banlieue, tu dis, bah tiens, on va s'inscrire, voir ce que ça donne. En fait, voilà, le cul prenait encore plus de sens, et devenait presque, pas militant, mais en tout cas politique. Pour moi, il y a un truc très politique dans la sexualité, dans le fait de livrer un corps, dans le fait de faire de la micro-société à deux, quoi. Comment on se parle, comment on échange, qu'est-ce qu'on donne. C'est quand même un endroit où on donne une confiance absolue. Il y a des mecs qui viennent chez toi après 6 échanges, et ça peut se passer très bien. Donc, et on est quand même sur un endroit de réussite dans le corps social, finalement, et tu dis, tiens, est-ce que tout pourrait pas être à l'aune de ça, d'un cul pas coupable, généreux, curieux, altruiste, qui fait qu'il n'y a pas de rapport de possession, il n'y a pas de rapport de... Bon, ça pourrait être un bon étalon sur lequel s'aligner pour créer du social un peu plus généreux, quoi. Tout ce moment s'accompagne d'un autre projet que j'écris sur la sexualité, où je me dis, bon, il y a un problème, on ne sait pas, on n'arrive pas à en parler. Et donc, je voulais parler du massacre de la jouissance et de la sexualité. Et on l'a articulé avec mon commetteur en scène en 7 tableaux. Et c'est vraiment un truc sur lequel je m'interroge, parce que malgré tout, dans tous ces gens que j'ai rencontrés, j'ai aussi vu beaucoup de gens à la sexualité un peu empêtrée. Et puis, j'ai aussi vu très vite que le point de départ de la pièce c'était ça, c'est je me dis mais moi je suis toujours un peu le mec rigolo qui a une vie sexuelle détendue, donc à l'apéro, au dîner avec les copains hétéros, tout le monde est archi friand. Alors tu sors avec qui? T'as toujours un truc de bon, quand est-ce que tu te cases? Mais quand même, si avant tu peux nous raconter tous tes machins de cul, ça va nous faire marrer. Et du coup, je dis mais c'est quand même étrange, parce que moi quand je dis et vous, comment ça se passe? Tout le monde a les yeux dans la soupe. Et donc, comme si leur sexualité n'existait pas ou n'était pas dissible. Je dis, mais il y a quand même un endroit qui bloque, alors que c'est des gens éduqués, à l'aise, a priori, ils savent écouter, donc ils pourraient parler. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport au langage qui me semble complètement abîmé. Je me dis que quand on a de la chance, un des petits trucs qui peut aller avec, un des petits corollaires, c'est d'en faire profiter les autres, et ouais, de communiquer là-dessus, d'expliquer. Parce que ça, c'est un truc qui m'avait toujours fasciné. Il y a plein de mecs, je vais pas du tout dire que je suis une bête aux pieux, mais qui te disent oh putain, mais c'était génial, qui t'envoient des messages avec des clap-clap. Un jour, on m'envoie un message avec des bravos après le truc de cul. Je dis mais c'est surréaliste quand même. Et je me dis mais pourquoi bravo, quoi? Parce que en vrai, moi, je fais pas des trucs complètement dingo. Le truc le plus fou que j'ai fait, c'est de voir un mec qui aimait faire,
qui aimait manger le caca, mais moi, j'ai pas fait, juste, je voulais l'interviewer, quoi. Donc, j'arrive à 4 heures avec, du matin, avec toutes mes questions, et c'était génial, c'était passionnant. Mais à part avec des gens et de faire un peu tout ce qu'un corps peut faire sans objet, je suis pas fasciné par le sadomasochisme, la violence m'excite pas du tout, les claques, non merci. Bon, mais par contre, je me dis, mais comment et pourquoi, du coup, ces mecs disent, waouh, c'est génial. Et en fait, je me rends compte que ce qui rend le truc génial, c'est que je parle avant, je parle après, je suis curieux, et que je suis aussi curieux du corps. C'est-à-dire que pour moi, du sommet du crâne au dernier orteil, il y a tout à bouffer, il y a tout à découvrir, il y a tout à exciter et tout à stimuler. Et en vrai, je me rends compte que souvent, bah, ces gens sont en face avec une certaine, ouais, un manque de curiosité ou une certaine pauvreté, juste à un endroit très simple. Et donc que très vite, ils vont chercher des expédients, des objets, du monde, des machins. Alors que le B à bas, qui est de dire, mais regarde, ton corps entier, quand même, est potentiellement une zone érogène, enfin, vas-y, explore, quoi. Et va chercher sur l'autre. Et donc, du coup, je me dis, en fait, je pense que c'est ça qui doit leur faire dire, ah là là, mais c'est génial avec toi. Non, c'est juste qu'en fait, c'est génial avec les gens curieux et les gens qui aiment ça. Et c'est peut-être ça aussi, c'est que moi, ça m'éclate, en fait, de faire ça. Prude. Alors, ce qui m'a donné envie de témoigner ici, c'est, en retournant à la question, parce que j'ai vraiment, me suis demandé aussi pourquoi cet exercice m'excitait. C'est vrai que en fait, ça rencontre tout un faisceau de réalité aujourd'hui chez moi, et où je me dis, bon, là, moi, j'ai une envie de transparence à cet endroit-là. Il me semble important que la langue soit libre pour que la jouissance soit libre. Il me semble important que on puisse vraiment faire de la sexualité un champ politique et un champ social. On n'est pas là longtemps. Donc, ouais, essayons de profiter de ce truc-là au maximum, quoi. Et de le vivre que sous le prisme de la jouissance. Merci d'avoir écouté Prude. Si vous avez des histoires insolites, inavouables, des confidences à nous faire partager, écrivez-nous sur prudelepodcast@gmail.com et suivez-nous sur Instagram, Prude le podcast. Si vous écoutez cette conclusion, c'est que vous avez aimé cet épisode. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner et de laisser un commentaire. Pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais pour Prude, c'est beaucoup. À bientôt. Prude.